Parfois, à l'observation des êtres humains, la question semble se résumer à l'homme n'est-il donc qu'un chien qui joue à l'homme, ou un homme qui fait le chien? Le chien en l'homme est-il donc inné ou acquis? L'émergence de cette question est juste stratégique, sa formulation aussi. Elle n'émerge que pour justifier rétroactivement nos propres choix, réactions ou états nerveux. Selon les jours et l'humeur, ce choix peut changer. C'est un choix de compensation, de soutien d'une position momentanée d'engagement ou de désengagement, plus ou moins humaniste. Un de ces choix où on est dupe de soi pour y puiser un soulagement ou de l'énergie, où on se fait croire, on fabule, on simplifie, on binarise les concepts, etc. On sombre dans la rhétorique. On se donne toujours des raisons d'être ce qu'on est au moment où on l'est. En réalité, la question se tranche facilement. Comme toujours, il y a les deux. Et le chien, chez l'homme, inné ou acquis, n'est pas une raison pour le rejeter et le juger. Il faut l'aimer et s'aimer, soi, mais sans complaisance, c'est-à-dire sans nier le chien en soi, mais en essayant de le dépasser. On arrive tout de suite à la limite actuelle de l'évolution et de l'engagement humain, civiliser le chien en soi. Parce que pour le civiliser, il faut 1. L'admettre, 2. Avoir la volonté de le dépasser. Et cela pose un autre problème qui explique cette perpétuation du chien chez l'homme. Certes, l'inné existe, mais l'acquis peut le tempérer quand l'acquis vise à contrer certains caractères de l'inné comme l'agressivité et la violence. On le fait plus ou moins avec les chiens qui ressemblent malheureusement beaucoup trop à leur maître. Un chien qui mord, ce n'est jamais un hasard, c'est un maître qui a envie de mordre. Or, on nie chez nous cette violence inouïe chez l'homme, comme si elle était dépassée dans nos modèles socio-culturels. Et en la niant, on s'y expose. Et après, on s'étonne. Et les premiers à s'en étonner sont évidemment ceux qui devraient la dénoncer sous toutes ses formes. Les journalistes. Ils ne sont jamais aussi bons que dans leur rôle de pleurs-misère, déplorant ce qu'ils ne peuvent que déplorer, comme s'ils ne pouvaient pas le combattre. Mais il est vrai que ce sont malheureusement des hommes comme les autres, et pour un grand nombre, largement des chiens consentants. L'homme vit dans la fabulation. Il croit être depuis maintenant plusieurs siècles, depuis qu'il a commencé à se penser lui-même, un être supérieur. C'est dans cette croyance que repose une supercherie, une erreur fondamentale des sociétés. On devrait élever les êtres humains comme on élève un simple animal, potentiellement dangereux, mais dont on ne voudrait pas qu'il le devienne. Nier cet aspect fondamental ou le rendre secondaire
une erreur. L'homme vit dans la fabulation. Pire, la part du chien chez l'homme, considérée comme un ensemble de traits normaux voire justifiables car utiles et socialement adaptés, est cultivée. On en fait même des qualités. C'est un gagnant. Il faut gagner. Vous voyez les jeux auxquels on fait jouer nos enfants. L'acquis, ici, renforce l'inné. Il faut rappeler que le système actuel s'est peu à peu bâti dans des périodes difficiles de danger, de peur, de conflit, d'instabilité, qui d'ailleurs ne résultait que du comportement de l'homme en chien. De ces périodes où c'est le chien en nous qui, confronté à d'autres chiens agresseurs, a réagi en chien pour survivre. Ce système a été construit par des chiens, pour des chiens, contre des chiens, et il lui faut des chiens pour fonctionner. Tout comme un moteur a besoin d'huile, les chiens sont l'huile des sociétés inégalitaires, ils en forment les rouages. Moulés, formés, chaque dent calibrée pour faire avancer la machine à pointe, et cette société s'arroge le droit de juger de la manière dont chaque individu utilise les dents dont elle l'a pourvu. L'histoire de l'homme est pour le moment encore surtout l'histoire d'un chien.